Le 9 mars 1945, à 26 000 pieds au-dessus de l'atoll d'Ulithi, île Carolines occidentales, le lieutenant Mike Takuma pressa son visage contre la fenêtre de caméra de son avion de reconnaissance Nakajima C6N Sayun, sentant le verre froid contre son masque à oxygène, tandis que l'obturateur cliquait encore et encore. En dessous de lui, étalé sur un lagon turquoise de la taille de Manhattan, se trouvait la preuve que tout ce que la marine impériale japonaise croyait sur les opérations de porte-avions américains était catastrophiquement faux. Les coques argentées s'étendaient en rangées ordonnées, comme des pâtés de maison. Les ponts d'envol brillaient au soleil de l'après-midi. Des traînées d'huile zébraient l'eau en motifs géométriques. Les équipes de pont se déplaçaient comme des têtes d'allumettes sur des planches d'acier. Takuma compta une fois, compta à nouveau. 6 porte-avions de flotte, 9 porte-avions d'escorte, 15 pontes-là au total, amarrés ensemble dans un mouillage supposément vulnérable que les Japonais avaient supposé être trop exposés pour une concentration de navires capitaux. Sa main tremblait tandis qu'il changeait les magasins de films. C'était plus de la reconnaissance, c'était la documentation d'une défaite. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni Takuma, photographiant la flotte impossible, ni les officiers d'état-major qui étudieraient ces images, ni même l'amiral Soemu Toyoda, commandant la flotte combinée depuis son quartier général au Japon, c'était que ce moment marquait la mort de la stratégie navale japonaise. La doctrine de la bataille décisive, la foi dans les unités d'attaque spéciales, la croyance que les porte-avions américains devaient être rares et dispersés après la mer des Philippines et Leyte, tout cela se dissolvait dans l'émulsion chimique du film de reconnaissance. Au moment où ce film atteindrait Tokyo, 24 bombardiers bimoteurs se prépareraient déjà pour une frappe désespérée à longue portée qui égratignera à peine cette métropole flottante. Les mathématiques de la guerre industrielle avaient déjà été écrites. Le Japon n'avait simplement pas fini de lire l'équation. La marine impériale japonaise était entrée en 1945 en s'accrochant à des fragments de doctrine opérationnelle développés à une époque où les forces de porte-avions étaient petites, vulnérables et précieuses. Le quartier général de la flotte combinée parlait encore de forcer un engagement décisif, d'attirer les porte-avions américains dans des zones de destruction où les unités d'attaque spéciales pourraient les anéantir. La stratégie supposait une pénurie du côté américain, que les pertes en mer des Philippines en juin 1944 et plus tard dans le golfe de Leyte en octobre forceraient la marine américaine à ménager ses porte-avions restants, à les opérer prudemment, à les baser loin de la zone de combat où des frappes japonaises à longue portée pourraient les attraper au millage. L'amiral Soemu Toyoda, commandant la flotte combinée depuis Hiyoshi près de Tokyo, avait construit toute sa planification opérationnelle autour de cette hypothèse. Lors d'un interrogatoire d'après-guerre, il déclarerait clairement que l'objectif principal des unités d'attaque spéciales de la marine étaient les porte-avions américains. Tout dépendait de la destruction, de la paralysie de ces porte-avions. Sans eux, l'avance américaine s'enliserait. Avec eux intacts et opérationnels, le Japon faisait face à une défaite inévitable. Le vice-amiral Matome Ugaki, commandant la 5e flotte aérienne, et orchestrant les opérations kamikazes qui avaient commencé dans le désespoir à Leyte, partageait cette fixation. Ses entrées de journal du début de 1945 reflétaient une confiance absolue que des attaques suicides concentrées pourraient détruire les groupes opérationnels de porte-avions d'Américains. Les Américains pouvaient avoir la capacité industrielle, mais ils ne pouvaient pas remplacer rapidement les équipages de porte-avions entraînés. Ils ne pouvaient pas maintenir le tempo opérationnel indéfiniment. Leur logistique devait être vulnérable, leur base avancée devait être exposée. Cette croyance n'était pas irrationnelle compte tenu de l'expérience japonaise. Les propres pénuries de carburant du Japon avaient cloué au sol une grande partie de sa flotte. Les pertes de pilotes avaient dévasté ses groupes aériens. Les dommages aux navires forçaient de longues périodes de réparation dans des chantiers éloignés. Les officiers japonais projetaient ces contraintes sur leur ennemi, supposant que l'Amérique devait subir des pauses opérationnelles similaires après les batailles majeures. L'idée que les États-Unis puissent masser plus de 15 porte-avions dans un mouillage avancé à seulement 1300 miles du Japon lui-même semblait stratégiquement impossible. Le premier indice que les hypothèses étaient dangereusement fausses arriva le 16 novembre 1944, lorsqu'un vol de reconnaissance C6N survola Ulithi et signala 4 porte-avions de flotte au mouillage. Cela seul était surprenant. Ulithi, un atoll corallien dans les Carolines occidentales, avait été capturé par les forces américaines sans opposition le 23 septembre. Le renseignement l'avait identifié comme un mouillage de flotte, mais les Japonais avaient supposé qu'il serait utilisé pour des auxiliaires et des navires de soutien, pas pour des navires capitaux. Garer des porte-avions à Ulithi n'avait aucun sens stratégique selon la doctrine japonaise. Le lagon était trop avancé, trop exposé, trop vulnérable. 4 jours plus tard, le 20 novembre, les sous-marins I-47 et I-36 lancèrent des torpilles Kaiten pilotées contre des navires dans le lagon d'Ulithi. Un Kaiten frappa le pétrolier de flotte USS Mississinawa, Selectively,
faisant exploser sa cargaison dans une boule de feu massive qui tua 63 marins et envoya le navire par le fond en quelques minutes. Tokyo reçut des rapports créditant plusieurs porte-avions coulés. La surestimation n'était pas une tromperie délibérée, mais une interprétation optimiste de données incomplètes. Le succès alimenta le programme Kaiten et masqua la réalité plus importante, capturée dans les photographies de reconnaissance. Les Américains traitaient Ulithi comme une base sécurisée, pas comme un mouillage vulnérable. Le 8 décembre 1944, un photographe de la marine américaine captura une image qui deviendrait une preuve emblématique de la production de masse de porte-avions américains. La photo ATG 294 131 montrait 5 porte-avions de classe Essex amarrés côte à côte à Ulithi. Wasp, Yorktown, Hornet, Hancock et Ticonderoga, alignés comme des immeubles d'habitation, leurs ponts d'envol parallèles, leurs îlots créant un motif répétitif contre le lagon. La photographie fut étiquetée « Rangée des meurtriers », un nom qui transmettait à la fois fierté et menace. Pour les analystes du renseignement japonais, qui virent finalement des copies, l'image était profondément troublante. Les porte-avions, garés aussi près les uns des autres, aussi négligemment, suggéraient un ennemi qui ne ressentait aucune menace de la puissance de frappe japonaise. L'échelle des opérations américaines depuis Ulithi devenait impossible à ignorer. Le 10 février 1945, la force opérationnelle 58, sous le vice-amiral Mark Meacher, appareilla de l'atoll vers le Japon, avec une déception radio masquant le mouvement jusqu'à ce que les porte-avions soient déjà en mer. Le fait qu'une telle force puisse s'assembler, se ravitailler, s'armer et appareiller depuis un lagon qui était une jungle vide 6 mois plus tôt, démontrait une capacité logistique que le Japon ne pouvait tout simplement pas égaler. L'escalon, le service 10, avait transformé Ulithi en un chantier naval flottant complet, avec des navires de réparation, des cales sèches flottantes, des barres à munitions, des navires de ravitaillement réfrigérés et des navires d'hôpitaux. Le lagon pouvait servir des centaines de navires simultanément, transformant une maintenance complexe qui nécessiterait des semaines à Pearl Harbor en jours au mouillage dans le Pacifique occidental. Début mars 1945, la reconnaissance japonaise savait que quelque chose d'inédit se rassemblait à Ulithi. Les missions photographiques s'intensifièrent. Le 5 mars, un survol C6N compta 16 porte-avions au mouillage. Le nombre dépassait tout dans les hypothèses de planification japonaise. 16 porte-avions signifiait plus que de simples chiffres. Cela signifiait des groupes opérationnels qui pouvaient effectuer des rotations en station, maintenant des opérations continues. Cela signifiait une capacité de réparation qui pouvait réparer les dommages de bataille localement. Cela signifiait logistique qui pouvait maintenir le tempo indéfiniment. Plus troublant encore, cela signifiait que même après la mer des Philippines et l'Haïti, même après des mois d'opérations de combat continu, la force de porte-avions américaine ne diminuait pas, mais grandissait. 4 jours plus tard, le 9 mars, le lieutenant Mike Takuma décolla pour ce qui allait devenir la reconnaissance définitive d'Ulithi. Son observateur, l'adjudant Ito, opérait les caméras tandis que le C6N tournait à altitude extrême, bien au-dessus de la portée du tir anti-aérien américain. Les photographies qu'ils ramenèrent montraient 6 porte-avions de flotte et 9 porte-avions d'escorte. 15 ponts plats dans un seul lagon. Les images étaient d'une clarté cristalline, ne laissant aucune place à une identification erronée. Les porte-avions n'étaient pas des coques endommagées attendant réparation. C'étaient des navires entièrement opérationnels, leurs ponts bondés d'avions, leurs équipages clairement visibles sur les tirages agrandis. Des photographies atterrirent sur les bureaux du quartier général de la flotte combinée, comme des preuves documentaires lors d'un procès. Les officiers d'état-major les étudièrent avec des loupes, comptant les avions sur les ponts, identifiant les classes spécifiques de porte-avions, mesurant l'espacement entre les navires. La conclusion était inéluctable. Les États-Unis avaient accompli quelque chose que la marine impériale japonaise n'avait jamais réussi au sommet de sa puissance. Une concentration opérationnelle de porte-avions qui pouvait appareiller comme une flotte unifiée, opérer pendant des semaines sans retourner à des bases éloignées, et remplacer les pertes plus rapidement que le combat ne pouvait les infliger. La réponse fut l'opération TAN numéro 2, une frappe désespérée à longue portée, conçue pour attaquer le mouillage avant que ces porte-avions ne puissent appareiller à nouveau. Le vice-amiral Ugaki rassembla 24 bombardiers bimoteurs Yokosuka P-1Y Frances, les modifia pour des missions kamikazes avec des bombes de 800 kg et briefa les pilotes sur une mission qui pousserait leurs avions aux limites absolues de portée. 6 hydravions Skawanishi H-8K Emily fournirait une assistance à la navigation et une reconnaissance météorologique. L'attaque fut planifiée pour une surprise maximale, chronométrée pour arriver au crépuscule lorsque la patrouille aérienne de combat américaine serait en transition. Le plan était tactiquement sain, mais stratégiquement insignifiant. Même si chaque avion atteignait Ulithi et touchait un porte-avions, couler ou endommager une poignée de navires d'une flotte de 15
ne changerait pas le calcul opérationnel. Les Américains avanceraient simplement des remplaçants depuis Pearl Harbor ou même depuis la côte ouest. Mais l'aviation navale japonaise avait été réduite à des gestes tactiques. Il ne restait aucune option stratégique, seulement des variations sur le sacrifice. Le 11 mars 1945, l'unité Azusa décolla de l'aérodrome de Kanoya sur Kyushu. Les bombardiers P-1Y, lourdement chargés de carburant et de bombes, peinèrent dans les airs et se formèrent au-dessus de la mer de Chine orientale. La navigation vers Ulithi nécessitait de voler 1300 miles au-dessus de l'océan ouvert, avec des aides à la navigation minimale. La marge d'erreur était nulle. Le carburant était calculé au dernier litre. Il n'y avait aucune provision pour des manœuvres de combat ou une déviation due au mauvais temps. L'attrition commença immédiatement. 2 avions firent demi-tour avec des problèmes de moteur. 3 perdirent le contact dans les nuages et ne rejoignirent jamais la formation. 4 manquèrent de carburant et amérirent avant d'atteindre Ulithi. 6 autres furent abattus par la patrouille aérienne de combat américaine qui intercepta la formation à 150 miles de l'atoll. Les hydravions Emily, lents et vulnérables, furent massacrés. Seulement 2 bombardiers P-1Y atteignirent Ulithi lui-même, arrivant au crépuscule comme prévu, mais trouvant le mouillage en alerte et défendu. Un pilote kamikaze, dont le nom est perdu pour l'histoire, repéra le porte-avions de classe Essex USS Randolph ancré dans le lago. Il poussa son avion dans une attaque en piqué, évitant le tir antiaérien par des manœuvres violentes qui consommèrent son carburant restant. Le P-1Y frappa l'arrière du Randolph, pénétrant le pont d'envol et explosant dans les quartiers d'équipage en dessous. L'explosion tua 26 marins et en blessa 105 de plus. Des incendies firent rage sur 3 ponts avant que les équipes de contrôle des avaries ne les maîtrisent. Pour l'équipage aérien japonais qui ne revint jamais, cela sembla être un succès pour le quartier général de la flotte combinée. Recevant les rapports initiaux, il parut brièvement que le pari désespéré avait fonctionné. Mais pour la marine américaine, les dommages au Randolph furent un inconvénient temporaire. Le porte-avions fut réparé à Ulithi en utilisant des installations de réparation mobile en 4 jours. Il appareilla avec la force opérationnelle 58 le 14 mars, rejoignant les frappes sur le Japon que l'opération TAN numéro 2 avait tenté d'empêcher. Le résultat opérationnel était brutal. Le Japon engagea 40 avions et plus de 100 membres d'équipage aérien pour endommager un porte-avions pendant 4 jours. Les États-Unis réparèrent ce porte-avions dans une base avancée sans interrompre le calendrier de la force opérationnelle. Les mathématiques étaient écrasantes. À ce taux d'échange, le Japon manquerait d'avions et de pilotes bien avant que l'Amérique ne manque le porte-avions. Le 14 mars 1945, la force opérationnelle 58 appareilla d'Ulithi avec 4 groupes opérationnels, comprenant ces mêmes porte-avions que le lieutenant Takuma avait photographiés 5 jours plus tôt. Le rapport d'action officiel, déposé par le vice-amiral Meacher, chroniqua des opérations continues jusqu'à fin mai. La force opérationnelle frappa les aérodromes sur Kyushu, bombarda les installations dans la mer intérieure, soutint les débarquements d'Okinawa commençant le 23 mars et maintint une patrouille aérienne de combat au-dessus des plages d'invasion pendant des semaines. Le ravitaillement se produisait tous les 4 jours, les groupes opérationnels effectuant des rotations selon un calendrier qui maintenait au moins 2 groupes en station en tout temps. Le tempo opérationnel était mécanique, implacable, industriel. Un officier de liaison britannique, à bord de l'un des porte-avions pendant la première période de ravitaillement, rapporta officiellement que c'est pendant ce temps qu'il prit pleinement conscience de la polyvalence, de la puissance et de l'efficacité de la flotte du Pacifique des États-Unis. Le commentaire enfoui dans les rapports officiels captura la perspective d'un outsider sur ce que les planificateurs américains considéraient comme des opérations normales. Pour les yeux britanniques, habitués aux contraintes de ressources limitées et de logistique tendue, la capacité américaine à maintenir des opérations de porte-avions à tempo élevé depuis un mouillage avancé était presque incompréhensible. Pour les commandants japonais, la réalité était pire qu'incompréhensible. Elle était impossible à contrer. Les entrées de journal du vice-amiral Ugaki, de mars et avril 1945, montrèrent la progression de la confiance à la dissonance cognitive, à la reconnaissance réticente. Il continue à planifier des attaques kamikazes massives, les opérations Kikusui chrysanthème flottant, qui lanceraient des centaines d'avions suicides contre la flotte américaine au large d'Okinawa. Son journal surestima souvent les dommages de ces attaques, prétendant que des porte-avions coulés n'étaient que endommagés ou complètement manqués. Mais la réalité sous-jacente transpira même dans ses évaluations optimistes. Les porte-avions continuaient d'arriver. La force opérationnelle 58 maintint sa station malgré tout ce que le Japon pouvait lui lancer. L'échelle des opérations de porte-avions américains pendant la campagne d'Okinawa, d'avril à juin 1945, démontra la transformation qu'Ulithi permit. Les statistiques compilées dans les rapports d'action de Meacher montrèrent une flotte opérant à un tempo qui aurait été impossible depuis Pearl Harbor ou même depuis des bases avancées aux Philippines. Du 14 mars au 28 mai,
La force opérationnelle 58 resta continuellement en mer ou à Ulithi. Les groupes opérationnels effectuèrent des rotations de ravitaillement tous les 4 jours, sans réduire le nombre de porte-avions en station. La patrouille aérienne de combat vola de l'aube au crépuscule chaque jour. Des paquets de frappes de plus de 100 avions furent lancés contre les aérodromes japonais. Misinformation, les bases de préparation kamikaze et les navires de guerre restants. Les attaques kamikazes obtinrent des succès tactiques. Des porte-avions individuels furent endommagés, parfois gravement, mais aucun ne fut coulé à Ulithi ou dans les eaux au large d'Okinawa. La combinaison de destroyers de piquets radars, de patrouilles aériennes de combat et des propres batteries antiaériennes du porte-avions créa un parapluie défensif qui rendit les frappes réussies extrêmement difficiles. Plus important encore, les porte-avions endommagés pouvaient être réparés. Le train de flotte comprenait des navires de réparation avec des ateliers d'usinage mobiles, des cales sèches flottantes pouvant traiter des navires jusqu'à la taille d'un croiseur, et des experts en contrôle des avaries qui avaient vu tous les types de dommages de combat. Les porte-avions qui auraient nécessité des mois dans les chantiers navals du territoire continental furent rapiécés et retournèrent à l'action en semaines ou même en jours. La capacité industrielle qui soutenait ce tempo opérationnel était visiblement les chiffres. Les porte-avions de classe Essex, l'épine dorsale de la force opérationnelle de porte-avions rapide, comptaient 24 mises en service pendant et immédiatement après la guerre. Ce n'étaient pas des navires d'avant-guerre atteignant finalement le service, mais des navires conçus, construits et mis en service pendant la guerre, chacun nécessitant 2 ans de la pose de la quille à la mise en service. Les chantiers navals produisaient des porte-avions de flotte à raison d'1 par mois pendant le pic de construction. 9 porte-avions légers de classe Independence convertis à partir de Koch le croiseur fournirent une capacité supplémentaire. Au total, la marine américaine mit en service 33 porte-avions de flotte et légers pendant les années de guerre. Tous n'étaient pas dans le Pacifique en même temps, mais suffisamment étaient disponibles pour que la force opérationnelle 58 puisse régulièrement opérer avec 15 porte-avions ou plus. Lorsque l'amiral Raymond Spruance mena la 5e flotte pour l'opération d'Okinawa, l'ordre de bataille comprenait 29 porte-avions de tout type, 15 cuirassés, 23 croiseurs et 106 destroyers. Cette flotte, plus grande que l'ensemble de la marine impériale japonaise à son apogée, sortit d'Ulithi et soutint les opérations pendant des mois. Pour les planificateurs japonais qui avaient commencé la guerre en supposant une parité approximative en nombre de porte-avions, les photographies de 15 porte-avions à Ulithi représentaient la preuve visible de la défaite. Les États-Unis n'avaient pas seulement remplacé leur perte de Pearl Harbor, ils avaient construit une force de porte-avions plus grande que toutes les marines combattantes réunies. Plus critique encore, ils avaient développé le système logistique pour maintenir cette force opérant loin des eaux territoriales indéfiniment. Les avions de reconnaissance Se-6M qui photographièrent cette flotte étaient eux-mêmes la preuve du déclin industriel japonais. Le Nakajima C6 Sansayun était une excellente conception, assez rapide pour échapper à la plupart des intercepteurs et capable de missions de reconnaissance photographique à longue portée. Mais le Japon n'en construisit que 463 pendant toute la guerre. Les missions de reconnaissance au-dessus d'Ulithi représentaient certaines des collectes de renseignements les plus importantes de la guerre. Pourtant, elles ne pouvaient être effectuées que sporadiquement car les avions et les équipages formés n'étaient tout simplement pas disponibles en nombre suffisant. En revanche, la reconnaissance photographique américaine était routinière et complète. Chaque base japonaise majeure était photographiée hebdomadairement ou même quotidiennement. Les images étaient traitées, analysées et distribuées aux états-majors de planification en quelques heures. Les officiers de renseignement pouvaient suivre les navires individuels, compter les avions sur les aérodromes et évaluer les dégâts des bombes avec une précision que le renseignement japonais ne pouvait qu'envier. Cette approche systématique de la reconnaissance était elle-même un produit de la capacité industrielle. L'Amérique pouvait se permettre de dédier des escadrons entiers à la reconnaissance photographique parce qu'elle avait des avions de rechange. L'impact psychologique sur les officiers de marine japonais qui comprenaient ces réalités était profond. L'amiral Toyota continua d'émettre des ordres soulignant les porte-avions comme cible principale pour les unités d'attaque spéciale. Mais les ordres prirent une qualité désespérée. Après Ulithi, après les photographies montrant 15 porte-avions décontractés amarrés ensemble, la fantaisie que le Japon pourrait couler suffisamment de porte-avions pour avoir une importance stratégique devint plus difficile à maintenir. La reconnaissance finale ne vint pas, en mars 1945, mais progressivement, au printemps et en été, alors que la force opérationnelle 58 opérait continuellement, malgré tout ce que le Japon pouvait faire. Les attaques massives Kikusui au large d'Okinawa, certaines impliquant plus de 300 avions, endommagèrent des porte-avions, mais ne purent les chasser. Les porte-avions endommagés se retirèrent à Ulithi, furent réparés par l'escadron de service 10 et retournèrent au combat. Le cycle se répéta sans fin. Pour chaque porte-avions endommagé, 2 autres arrivèrent de Pearl Harbor ou de la côte ouest. Les mathématiques étaient inévitables. En août 1945, lorsque le Japon capitula,
Des plans existaient pour l'opération Arashi et l'opération Ikari. D'autres missions de reconnaissance et d'attaque à longue portée contre Ulithi. Les documents de planification capturés après la reddition montrèrent que l'aviation navale japonaise considérait toujours le mouillage des porte-avions comme la cible critique. Mais les plans admettaient aussi tacitement que le Japon n'avait jamais résolu le problème des porte-avions. Le centre de la puissance navale américaine resta intact et essentiellement intouché. L'interrogatoire d'après-guerre de l'amiral Toyota fournit la déclaration la plus claire de cette réalité. Interrogé sur les objectifs des unités d'attaque spéciales, il répondit simplement que l'objectif principal était les porte-avions américains. Formulation était révélatrice. Non pas détruire les porte-avions américains, non pas les couler, mais simplement les identifier comme objectifs. L'écart entre objectif et réalisation mesurait l'ampleur de la défaite du Japon. L'histoire d'Ulithi et des 15 porte-avions que le lieutenant Takuma photographia est finalement celle de la transformation de la guerre navale, d'un concours de compétences tactiques, à une démonstration de capacité industrielle. La marine impériale japonaise entra en guerre avec certains des plus beaux navires, des pilotes les mieux formés et des commandants les plus expérimentés au monde. Elle avait étudié les opérations de porte-avions plus longtemps que toute marine sauf celle de la Grande-Bretagne. Sa doctrine était solide, son équipement excellent, son exécution tactique souvent brillante. Ni rien de tout cela n'importait face à un ennemi qui pourrait construire des porte-avions plus vite qu'ils ne pouvaient être coulés, qui pouvait former des pilotes plus vite qu'ils ne pouvaient être tués, et qui pouvait établir des bases avancées avec des installations de réparation qui égalaient les chantiers navals de l'arrière. Les photographies d'Ulithi montrèrent cette réalité sous une forme qu'aucune quantité de propagande ne pouvait déguiser. Ces 15 porte-avions, amarrés en rangées ordonnées, comme des produits sur une chaîne de montage, n'étaient pas la totalité de la puissance navale américaine. Ils n'étaient que la portion qui se trouvait au repos entre les opérations. La réalisation technique qu'Ulithi représentait était elle-même remarquable. L'escadron de service 10 transforma un atoll corallien sans infrastructure en installation portuaire pouvant traiter plus de 700 navires simultanément. L'escadron comprenait des navires de réparation comme l'USS Ajax et l'USS Hector, qui transportaient des ateliers d'usinage complets. Les cales sèches flottantes comme ABSD-2 pouvaient soulever des destroyers entièrement hors de l'eau pour les réparations de coques. Les navires de munitions transféraient des milliers de tonnes de munitions. Les pétroliers pompaient des centaines de milliers de gallons de carburant. Les cargos réfrigérés livraient de la nourriture fraîche aux équipages qui avaient été en mer pendant des mois. L'ensemble du système fonctionnait avec une efficacité industrielle qui transforma la logistique de combat d'un facteur limitant en capacité habilitante. Les planificateurs navals japonais avaient supposé que les porte-avions américains devraient retourner à Pearl Harbor ou sur la côte ouest pour des réparations et réapprovisionnements importants. Cette hypothèse, intégrée dans leurs calculs stratégiques, donnait au Japon du temps entre les offensives américaines pour reconstruire sa force et préparer ses défenses. Ulithi détruisit cette hypothèse. Les porte-avions pouvaient être entretenus, réparés et réarmés sans jamais quitter le Pacifique occidental. Le tempo opérationnel que cela permettait était quelque chose que le Japon ne pouvait égaler, même au sommet de sa puissance. La dimension humaine de cette transformation se perd souvent dans les statistiques sur la production de navires et les taux de sortie. Les marins qui entretenaient ces porte-avions à Ulithi travaillaient jour et nuit dans la chaleur tropicale, manipulant munitions et carburants d'aviation dans des conditions qui auraient arrêté les opérations en temps de paix. Les pilotes, qui volaient depuis ces porte-avions, lançaient des missions sachant qu'une panne mécanique au-dessus de l'océan ouvert signifiait une mort probable. Les équipes de contrôle des avaries, qui combattaient les incendies et réparaient les dommages de combat, le faisaient sous attaque kamikaze avec leurs navires manœuvrant violemment et des explosions menaçant d'enflammer le carburant d'aviation et les munitions. Les équipages aériens japonais qui volèrent contre cette flotte montrèrent un courage extraordinaire, dans des circonstances désespérées. Les pilotes de l'opération TAN numéro 2 savaient qu'atteindre Ulithi nécessitait de voler aux limites absolues de portée sans marge d'erreur, et presque aucune chance de retour. Ils volèrent quand même, non par fanatisme, mais par sens du devoir qui transcendait le calcul rationnel. La plupart moururent dans l'océan, leurs avions à court de carburant à des centaines de miles de toute terre. Certains furent abattus par la patrouille aérienne de combat que le radar avait dirigée pour les intercepter bien avant qu'ils n'atteignent la cible. Seulement 2 passèrent, et leur sacrifice endommagea un porte-avions pendant 4 jours. La symétrie était cruelle mais absolue. Les équipages aériens japonais moururent par centaines en essayant d'endommager une flotte qui pouvait absorber leurs attaques et continuer à opérer. Les marins américains moururent aussi. 26 tués à bord du Randolph seul, mais le navire survécut et la flotte continua. La guerre industrielle réduisit le courage individuel à un facteur statistique, important à l'échelle tactique, mais sans pertinence pour les résultats stratégiques. Les 15 porte-avions à Ulithi représentaient quelque chose de plus que la puissance navale. Ils incarnaient un système qui intégrait production industrielle,
Innovation technique, planification logistique et doctrine opérationnelle en un tout unifié. Chaque aspect renforçait les autres. La production de masse de porte-avions standardisés rendit la formation des équipages plus facile, car les systèmes étaient identiques sur tous les navires. La standardisation rendit les réparations plus rapides, car les pièces de rechange étaient interchangeables. Le positionnement avancé réduisit le temps de transit et permit un tempo opérationnel plus élevé. Un tempo plus élevé signifiait plus de missions effectuées, plus de renseignements recueillis, plus de capacités ennemies dégradées. Le Japon n'avait pas de réponse à ce système, car l'égaler aurait nécessité de transformer l'industrie et la logistique japonaise de fond en comble. Les composants individuels pouvaient être copiés. Le Japon construisit d'excellents porte-avions, forma des pilotes qualifiés et développa des tactiques solides. Mais le système intégré, qui permettait à l'Amérique de soutenir indéfiniment les opérations de porte-avions depuis des bases avancées, était au-delà de la capacité économique et industrielle du Japon à reproduire. Les photographies que le lieutenant Takuma rapporta d'Ulithi documentèrent cette réalité avec une clarté cristalline. 15 porte-avions au mouillage n'était pas une concentration temporaire, mais une posture opérationnelle routinière. Le lagon contiendrait encore plus de navires par moment. Les porte-avions sortiraient, combattraient, reviendraient, se répareraient, et sortirait à nouveau dans un cycle qui continua jusqu'à ce que le Japon capitule. Aucune brillance tactique ne pouvait surmonter cet avantage systémique. Aucune quantité de courage ne pouvait couler suffisamment de porte-avions pour avoir de l'importance. La bataille décisive que la doctrine japonaise recherchait n'arriverait jamais, car la flotte américaine ne pouvait être forcée dans une position où perdre une partie aurait une importance stratégique. En fin de compte, l'histoire d'Ulithi est celle de la reconnaissance. Le moment où les officiers navals japonais regardèrent les photographies de reconnaissance et comprirent que la guerre était perdue. Non pas à cause d'une seule défaite au combat, bien qu'il y en eût beaucoup, mais parce que les photographies montraient un ennemi opérant à une échelle et un tempo qui rendaient la victoire impossible. Les 15 porte-avions étaient la preuve que la capacité industrielle américaine avait été pleinement mobilisée et appliquée à la guerre du Pacifique. Cette capacité continuerait à produire porte-avions, avions et équipages formés jusqu'à ce que le Japon soit vaincu. Aucune stratégie, aucune arme, aucun sacrifice ne pouvait changer cette réalité fondamentale. Le film que le lieutenant Takuma exposa au-dessus d'Ulithi le 9 mars 1945 captura plus que des navires au mouillage. Il captura la fin de la puissance navale japonaise, la mort de la doctrine de la bataille décisive et la victoire de la logistique industrielle sur l'excellence tactique. Ces images, étudiées par l'état-major japonais. Les officiers qui comprenaient leurs implications marquèrent le moment où la reconnaissance devint inévitable. Le ciel au-dessus du Pacifique appartenait aux porte-avions américains, et il y avait toujours plus de porte-avions. Le tonnerre de leurs moteurs d'avion, les sillages de leurs forces opérationnelles, la destruction systématique des positions japonaises de Kyushu aux Philippines. Tout cela découlait du simple fait, documenté dans ces photographies. L'Amérique pouvait masser 15 porte-avions à un mouillage avancé, les opérer continuellement, les réparer localement et remplacer toute perte en quelques semaines. Le Japon ne pouvait égaler cette capacité, ne pouvait la contrer, ne pouvait y survivre. Le compte de 15 porte-avions à Ulithi n'était pas du renseignement. C'était un verdict.